Moi, personnellement, je préfère les systèmes présidentiels, mais bien sûr un présidentiel démocratique, son pouvoir pharaonique et absolu pour les présidents. Mais je peux dire pourquoi, après, si, dans les débats, si quelqu'un qui est intéressé. Il y a un débat aussi sur le deuxième article de la Constitution égyptienne qui dit l'islam est les sources principales de la législation, mais 90%, ça je ne vais pas dire des chiffres, mais une partie maintenant des chrétiennes, et ça c'est nouveau, une partie, même j'ai vu des choses sur Facebook et Twitter qui disent I am a Christian et j'accepte le deuxième article de la Constitution. Ça c'est une tendance, mais il y a une autre tendance, pas seulement chez les chrétiennes, mais c'est plus chez les laïcs, qui veulent changer ou annuler cet article. Je crois qu'on va arriver vers un consensus où on va ajouter des phrases qui signifient que cette charia qui ne va pas être en contradiction avec les autres charia, les autres lois, c'est-à-dire comme pour les chrétiens, pour les autres, c'est quelque chose comme ça. Mais il y aura un débat très très fort sur Round Table, sur la Constitution. Je crois, là, je termine pour dire qu'en Égypte, les trois défis le lendemain de la révolution, c'est l'islam politique, c'est le rôle de l'armée, c'est notre constitution. Et voilà, je m'arrête là et merci beaucoup. Par rapport donc au lien finalement entre l'Europe, les États-Unis et cette région. Voilà. Donc peut-être on commence par des questions sur les deux interventions. Pierre, les autres intervenants, s'ils veulent bien venir ici déjà. Donc, des questions à Michel Camo et à Amr Choubaki, que je remercie pour leurs interventions tellement stimulantes. Des questions comparatives. Comment, finalement, ce que l'on perçoit de loin, c'est les modalités, justement, de lutter contre des personnes associées à l'ancien régime. Donc, en Tunisie, on a le sentiment qu'il y a eu une chasse aux sorcières. C'est un peu Amine qui avait évoqué cela rapidement. Hein, donc, comment on constitue des listes et pour en finir avec des gens qu'on suspecte d'avoir pactisé avec le diable, comme disait Michel Camo. Et puis, en discutant avec aussi des amis égyptiens, on a le sentiment qu'on procède autrement en Égypte. On a parlé de micro-révolution. On ne va pas faire la chasse aux sorcières, mais dans chaque secteur, s'attaquer symboliquement au chef. Donc, j'aimerais un peu en savoir un peu plus sur comment continue à s'organiser cette éradication ou non de personnes qui ont été accusées d'avoir pactisé auparavant. Deuxièmement, pour la constitution égyptienne, cette fois-ci, j'aurais voulu savoir un peu, il y a eu un référendum, quels étaient les principaux changements qui ont été amenés, et puis surtout, au Maroc, certains parlent de la nécessité de faire en sorte que la constitution nationale, qu'on puisse en gros inféoder certaines dimensions de la constitution nationale au droit international, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des garanties, une sorte de dire, voilà, là où on a un droit international universel, entre guillemets, donc ça c'est une approche de certains acteurs, eh bien, la Constitution nationale doit se soumettre par rapport à pour avoir des vraies garanties. Est-ce que ces débats ont eu lieu dans le cas égyptien? Voilà, merci. Vous pouvez répondre avec cela, c'est plus simple. Oui. Puis on va désactiver les autres.
compliqué la technologie. C'est comme les micros de Tahrir, c'était toujours compliqué. Comme ça, je sens. Tiens celui-là, moi, et l'autre, je reviens à la main. Voilà. Prenez-le à la main, puis je vais. Non, je vais le prendre. Mais... Merci. Oui, pour la lutte contre les gens qui sont associés aux anciens régimes, oui. Bien sûr, il y a des gens qui sont déjà arrêtés, il y a des gens qui sont en prison, il y a au moins 7 ministres, il y a environ 20 leaders du ministère de l'Intérieur en prison. Il y a les organisateurs, c'était un homme clé des anciens régimes et très proche du fils des présidents, c'est Ahmed Aez. C'est lui qui a guidé les dernières élections législatives où il y avait les résultats 97% pour le National Democratic Party, le parti de Moubarak, a obtenu 17 voix. Donc ça, c'était vraiment, même par rapport à des élections 2005, c'était des choses... Et après, on a vu comment ces partis a effondré et ça n'existe pas. S'il y a quelqu'un qui a la carte de NDP, il essaye de les cacher ou les détruire. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui voient qu'on est très gentil avec les gens de l'ancien régime. Il y a jusqu'à maintenant le gouvernant les 26 gouvernants en Égypte qui ont été nommés par l'ex-président égyptien, ils sont encore là. Les municipalités avec de corruption énormes, les doyens de toutes les universités, les présidents de toutes les universités. Donc, il y a ces problèmes-là. Mais ces gens-là, bien sûr, on ne va pas, et personne ne demande de les arrêter s'il y a, parce qu'elle fait partie de l'ancien parti. Si elle est corrompue, oui, elle va être arrêtée. Mais sinon, il y a un problème de gérer 22 universités en Égypte. Les étudiants maintenant manifestent presque tous les jours. Il y avait à l'Université du Caire une grande manifestation hier et avant-hier pour démonter le départ des présidents de l'université. Donc maintenant, c'est les représentants de Moubarak dans chaque établissement en Égypte sont menacés. C'est-à-dire les gens veulent éliminer les petits Moubarak everywhere. Donc s'il y a les représentants ou les gens qui étaient nommés par l'ancien régime, ça c'est les demandes actuelles. Concernant les référendums en Égypte, il y avait vraiment un référendum sur 8 amendements de la Constitution. Les résultats, c'était 77 oui et 23% non. Les islamistes ont soutenu oui et les laïcs et les gauches ont soutenu non. Mais bien sûr, il ne faut pas penser que ça, c'est les 77% représentent les islamistes. Non. Beaucoup de gens en Égypte que je connais, des gens même qui n'aiment pas du tout les islamistes, ont voté oui parce qu'ils croient que ça, c'est un pas en avance. Et surtout, les 8 amendements de la Constitution, c'était globalement, on a quelques remarques sur un article ou deux, mais vraiment, en général, c'était des garanties pour avoir des élections libres. Il y avait le monitoring des juges, et ça c'est quelque chose de très important en Égypte, dans l'esprit de ce pays-là, en Égypte, pour avoir des élections libres et transparentes,
il faut avoir des juges qui monitorent, qui contrôlent les processus électoraux. Ça, c'est quelque chose dans les pays, un élément important. Là, dans l'amendement, il a mentionné qu'il faut avoir des juges. Donc, les référendums, à mon avis, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose si les islamistes ou les frères musulmans ont soutenu oui. Non, beaucoup de gens qui n'appartiennent pas aux frères musulmans et croient que c'est soutenir oui pour l'amendement de la Constitution représente un pas en avance. Voilà. Concernant l'épuration en Tunisie, je crois qu'il faut bien distinguer entre l'épuration en tant qu'élément de la conflictualité politique et le processus réel d'épuration. L'épuration en tant qu'élément de la conflictualité politique, oui, elle est importante. C'est-à-dire que nous avons des attitudes classiques qui consistent à dire « mais toi, où étais-tu » Rendez compte. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui sont amenées à rendre des comptes. Même des gens qui s'appellent Trabelsi, ici, qui n'ont pas de parenté, disent « Monsieur Trabelsi, un tel signal qu'il n'était pas parent avec. » Bon, ça peut aller là. Ou alors, nous avons une autre position qui consiste à dire « Mais non, la Tunisie était un régime totalitaire, c'est-à-dire qu'en fait, tous les pouvoirs étaient entre les mains de Ben Ali, les ministres n'étaient que de simples exécutants. Donc, eh bien voilà, Ben Ali a sauté, et puis passons à autre chose. » Donc, la conflictualité sur l'épuration, elle se noue là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que jusqu'où descend le niveau de responsabilité, de connivence coupable? Alors, il y en a qui disent contribution radicale et d'autres non. En tant que processus effectif, l'épuration tunisienne, je dirais, est un modèle de modération. C'est un modèle de modération. Bon, il y a par voie légale, par voie judiciaire plutôt, il y a des poursuites, mais quoi? Des poursuites contre des noms qui sont des noms vraiment symptomatiques et symboliques de ce système, mais qui sont généralement des noms liés aux familles, la famille Ben Ali ou la belle famille. Et nous avons autrement des mouvements de protestation, parfois semi-émeutiers, contre certaines nominations. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des nominations de gouverneurs, enfin de préfets, si on veut, qui ont fait l'objet, je dirais, de protestations radicales, comme quoi ces gens étaient des gens du RCD. Donc, on n'en voulait pas. Et bien même un gouverneur qui a pris la fuite. Bon, ils ont été, c'est ce qu'on appelle des conduites de Grenoble. Donc, ils ont le phénomène a recommencé à propos des délégués. Voilà. Mais moi, je feuilletais les choses sur l'épuration en France. Mais je dirais l'épuration en France, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Là, ma foi, je crois que c'est un phénomène très modéré.